Le MMA français, on s'est dit avec Big Rusty, Russ s'est dit qu'on allait faire un petit point sur le MMA français, sa situation, qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce que vous voyez qu'il y a de plus en plus d'événements, les combattants qui viennent dans différentes organisations sont main event, sont considérés, on va voir tout ça ensemble, est-ce qu'on est véritablement sur une ascension du MMA français ou une petite période ouais, parce que si on peut se permettre pour la petite intro parce que pour moi en fait ça va être intéressant, parce que d'un côté il y a plein de trucs qui pop partout, mais j'ai l'impression que, en tout cas en termes de médiatiquement à l'international et peut-être sur les plus grosses têtes d'affiche, il y a plein de trucs qui se passent, mais pourtant j'ai une impression qu'on est moins... C'est un peu moins la folie que ça ne l'était il y a 6 mois, 1 an quoi. On est moins Gucci, on va voir tout ça ensemble, c'est parti, générique. Soit. Voilà, frappe, c'est ça. T'as 3 minutes de la maison, va chercher. Pour moi, c'est la chance de ma vie. Vous jouez votre place dans l'académie là. Le MMA français, messieurs. Le MMA français, c'est toujours la même chose en fait. À chaque fois qu'il y a que ce soit en France ou quoi, il y a d'abord les États-Unis et ensuite c'est à notre tour. Et on a vu que. Ouais, oui, je croyais que t'allais interjecter appel. Rien dire. Pardon. Et c'est pour ça qu'il y a eu la déferlante MMA aux États-Unis. Ça arrive, c'est un peu comme ce qui se passe aux States en ce moment avec le Black Friday, vendredi noir, premier vendredi noir de l'histoire. Donae Big Rusty. Le premier vendredi noir de l'histoire Donae, puisque les gars, ce vendredi seulement, El Fuego Loquito, El Fuego Loco, il passe à 5 € seulement, uniquement vendredi, tout doit disparaître, parce que pourquoi? Parce que ce petit bâtard est wanted, il est même most wanted, et donc du coup, on liquide le Fuego Loco, et seulement ce vendredi. Revenons à nos moutons. Rust, ouf, fait craquer mon dos un peu imposant là. Donc, alors papy. Bah ouais. Non, je trouve qu'on est... En fait, on est moins dans la dinguerie qu'il y a eu il y a quelques mois, parce que il y a quelques mois, il y avait quand même une semaine où c'était... même semaine, Francis, Baki Doumbé et BSD contre Dustin Poirier. Voilà, les gens ne se parlent pas pour se mettre d'accord, pour dire on va faire en sorte de bien s'organiser, c'était la même semaine. Moi, je trouve qu'on est toujours dans une période très bonne pour le MMA français. Ça se normalise, mais c'est quand même, je trouve, incroyable. Et au-delà du côté incroyable, ce que je trouve rassurant, c'est de se dire que on peut voir ça comme c'est dommage, mais aussi de se dire putain, les organisations elles font un beau taf, parce que par exemple, le fait d'avoir au mois de décembre prochain, ça va pas défrayer la chronique comme ce qu'il y avait eu il y a quelques mois, mais d'avoir Michael Lebou contre Romain Debienne au KSW en co-main event, d'avoir Abdouragimov contre Pépi en main event du PFL, 2 combats qu'on aurait pu avoir à Arès ou dans une organisation française, et que ce soit des combats qui soient très bien placés pour des organes internationaux, pour des événements qui sont importants pour eux, parce que PFL c'est LDLC Arena et le KSW c'est à la Défense Arena, ça veut dire que les combattants français sont respectés, et surtout c'est des combattants qui ne sont pas des Cyril Gane, des Cédric Doumbé, de très grands talents, mais en termes de star power, entre guillemets, c'est un peu en deçà, et c'est pour ça que moi je trouve que la croissance se poursuit, c'est juste qu'en fait, là où il y a quelques mois on aurait été waouh, c'est fou qu'il y ait ça, il y a des gros events qui sont passés, maintenant on est presque trop habitué à ce qui est des chocs de ce type-là. Ouais, et du coup, le main event pour le KSW avec le bout de Bienne, c'est donc main event, Varela contre... Ouais, c'est ça, c'est Wilson Varela contre Saladin Parnasse. Ouais, en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand j'y pensais ce matin et qu'on faisait notre recherche de sujets de podcast, en fait c'est un peu ce qui ça me titillait, parce qu'effectivement, même au niveau du MMA amateur, même au niveau de, que ce soit Hexagone MMA, que ce soit le KOF, que ce soit Ares, on a de plus en plus d'événements, comme tu le disais, c'est des événements, mais on a de plus en plus d'événements, mais tu vois, j'ai été revoir sur Tapologie la liste des événements, par exemple de Ares, et ça, comme tu disais, ça défraye un peu moins la chronique qu'avant. Avant, il y avait Abdoul, il y avait par exemple Amoussou contre Lebou, il y avait donc Baki, enfin il y avait pas mal de têtes d'affiche qui étaient suivies vraiment, et on le voyait dans les chiffres, qui faisaient bouger les lignes dans le MMA français. Et depuis quelques temps, depuis peut-être 1 an, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins ces événements-là par des organisations françaises qui font bouger les choses. Et oui, et c'est là où je te rejoins complètement, et c'est le seul point... En fait, point noir, pas pour, on va dire, peut-être... C'est pas pour nous en tant que fans, parce que les combats se font,
mais là où je suis un peu triste, c'est de me dire qu'avant ces combats-là, comme on a dit, le bout de Bienne ou Abdul contre Pépi, on aurait eu ça en France et dans des orgas françaises, ou même Baki Doumbé. Je veux dire, Baki Doumbé, sur le papier, ça aurait pu être une organisation française. Et là où je suis juste un peu triste, mais là c'est pour les ligues, parce que nous en tant que fans, on en profite quand même, c'est que ces combats-là ne se font plus dans des orgas françaises. Et là où moi, je trouve qu'il y a pas un déclin, mais c'est moins bien qu'avant à mon sens, c'est qu'avant t'avais ce côté, les orgas françaises peuvent faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, comme les combattants ils ont le choix, bah évidemment que tu te dis, l'équivalent d'un Baki Doumbé ou Abdul Amoussou avant tu le faisais, je sais pas combien ils étaient payés, mais beaucoup moins que s'ils le font KSW ou PFL, bah maintenant on aura des combats moins intéressants, je pense, dans les ligues françaises, parce que les combattants attendront d'avoir les très bonnes bourses dans les ligues qui sont un stade au-dessus pour faire ces combats-là, mais où forcément tu prends moins de risques. Enfin, tu prends moins de risques. Si tu perds, il y a une différence entre perdre en récupérant 100 000 balles et perdre en récupérant 10 000 balles. Donc je pense que maintenant, malheureusement, on aura ces combats-là qui nous font envie, mais un peu plus tard dans la carrière des combattants, malheureusement pour nous. Alors que c'est vrai qu'avant, Ares comme 1, il n'y avait pas le développement du COF ni d'Hexagone, c'était un peu la seule ligue en France, donc c'est plus facile de faire les chocs franco-français, oula, chocs franco-français, et également, t'avais pas cette présence du KSW, du PFL et de toutes les ligues internationales. Et pour toi, est-ce que c'est la France qui est presque victime de son succès, le fait que en fait, le PFL et le KSW se sont dit « Ah oui, d'accord, donc il y a de la ferveur, il y a des chiffres à faire en France ». Et donc, ce qui n'était pas le cas avant, ils viennent, eux, beaucoup plus en France. Et donc, forcément, mathématiquement, comme tu l'as dit, puisque les pays sont meilleurs et qu'il y a plus d'opportunités médiatiques, quoique ça, à la limite, mais donc les Français choisissent de faire d'aller dans des organisations étrangères qui viennent en France plutôt que... Et du coup, pour toi, c'est pour ça, on est presque victime du fait qu'il y a une ferveur et que donc... Ouais, enfin, pas victime, parce qu'on a toujours les événements, mais je pense que c'est lié à ça, parce que ça attise toutes les convoitises. Enfin, quand tu vois que le PFL, les gars, PFL qui est officiellement la ligue numéro 2 dans le monde, là où ils font de l'argent, là où ils sont bénéficiaires, le seul pays, c'est la France. Pour avoir assisté à un PFL aux États-Unis, c'est une salle, il y a 400, 600 personnes. En France, ils vont te faire un Bercy. Et c'est quoi? C'est Coco qui avait été aussi voir. Non, c'était Washington. Ah oui, Coco, il avait été voir Ngannou en Arabie Saoudite, mais là c'est différent parce que même l'UFC, il y a du monde, mais c'est pas. Oui, c'est vrai. C'est parce que les Saoudiens. C'est jamais des événements qui cartonnent, oui. Exactement, ouais. Même en termes d'ambiance et tout. Pour avoir avec. Voilà, on va être transparent avec vous. On a le double passeport aussi émirati. Quand on y va à chaque fois, on voit très bien qu'il n'y a pas la même ferveur qu'aux États-Unis, ni même en France. Mais non, je pense que globalement, ça attire toutes les convoitises et les gens se disent aussi, et je pense à raison, tu vois, c'est que. Tu sais que tu vas avoir du monde pour un Baki Doumbé. Un Baki Doumbé, ça te coûte quand même beaucoup moins cher que de signer un Alistair Overeem ou un Mark Hunt ou une star un peu vieillissante. Et donc c'est vrai que, typiquement, Romain Debienne, Michael Lebou, ou Saladin Parnasse, Wilson Varela, c'est des gars que tu payes plus cher que les organisations françaises, mais ça te coûte quand même moins cher pour le PFL que faire un Francis contre Renan Ferreira. Et donc quand tu fais tes calculs, tu te dis, bon, on sait que les gens vont venir, on sait que les gars nous coûtent cher, mais beaucoup moins que si on signait un mec déjà établi. Je veux dire, un Yoel Romero, c'est toute une carte du PFL. Hein. Enfin, c'est beaucoup de sous, un Yoel Romero. Donc, en vrai, quand t'es un entrepreneur, en tout cas un mec qui est bien investi dans le MMA, que t'as quand même des sous déjà à mettre, tu vas signer des gars français parce que tu sais que tu fais un succès. Et en plus, tu peux revenir ensuite. Et le truc où moi, là où je me dis, il va falloir peut-être faire quelque chose pour les orgas françaises, c'est quand il y a un KSW et quand t'as ou un PFL ou même l'UFC, comment elles vont pouvoir répondre pour réussir à garder ces talents-là. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où tous les mecs partent, t'as des oppositions qui sont moins intéressantes. Quand t'as ton calendrier de 12-15 événements à l'année, faut aussi remplir avec des chocs qui intéressent et pas faire un Virgil Haugen contre un mec que personne connaît ou des choses comme ça. Donc va falloir quand même réussir pour les organisations françaises à conserver les gars. Ouais, c'est clair. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a donc tout ça pour ce qui est des organisations françaises, et il y a aussi le fait que internationalement, avec le fait que Cyril n'a pas combattu depuis 1 an, avec le fait que Benoît Saint-Denis a perdu, et il a perdu donc 2 fois, il y a Nassourdine là qui relance un petit peu la machine, en tout cas pour ce qui est de les combats des Français au plus haut niveau. Il y a eu un petit peu un passage à vide là, j'ai l'impression, et puis
disons, au plus haut niveau. Et pour ce qui est du plus haut niveau en termes de puissance médiatique, il y a eu la fameuse semaine avec Baki Doumbé. On n'a pas eu même les combats de Baki et les combats respectifs de Doumbé finalement ne se sont pas faits au PFL au moment où ils devaient se faire. Donc on est un peu, même si là les rumeurs, apparemment c'est que le combat se referait pour 2025, mais voilà, on en est là, on ne sait pas trop où ça en est réellement concrètement. Donc j'ai un peu cette sensation de passage à vide, mais parce qu'on est toujours un peu dépendant de les têtes d'affiche et ce qu'elles donnent au plus haut niveau. C'était la fameuse théorie de Basruten de ce pourquoi aussi ça s'était un peu écroulé au Japon il y a 15 ans. C'était parce qu'il n'y avait plus les superstars qui avaient les Takanori Gomi, j'allais dire Fujita, mais non, c'est... ah zut, j'ai oublié comment est-ce qu'il s'appelait, le mec qui était tout le temps en short orange, qui est vu comme un des meilleurs japonais. Je ne sais plus. Voilà, qui affrontait tout le monde à tous les poids, etc. Et donc en fait là, de la même manière en France, ça c'est un peu traître, parce que le fait qu'on ait un peu l'impression qu'on soit un peu dans le ventre mou parce qu'il n'y a plus vraiment nos stars françaises, soit qui performent, soit qui combattent, ça donne une impression de calme plat, alors que derrière, que ce soit les orgas françaises, que ce soit les orgas étrangères qui viennent en France pour faire des événements, ça pullule quand même. Mais voilà, on est dépendant toujours de je sais pas comment on pourrait dire, mais dans un pays, l'impression de puissance d'un sport, t'es toujours un peu dépendant de tes têtes d'affiche et de ce qu'elles donnent au plus haut niveau et de ce qu'elles sont capables de générer médiatiquement. Et là, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur un passage à vide internationalement et sur les plus gros trucs, quoi. Ouais, parce que je pense que l'année 2024, en tout cas seconde moitié, ça a été un peu une année où tous les mecs se construisent aussi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, mais que ce soit le COF ou Hexagone, on était dans une période, et même Ares là, où ils refont un peu leur roster de prospects, et donc forcément t'as pas cet impact. Il y a toujours les événements qui sont là, mais ça a un impact localement parce qu'ils vendent des billets. Mais par contre, au niveau national, forcément, tu vas pas avoir un choc entre eux, comme quand il y avait eu, par exemple, Tourpal contre Axel Sola, où forcément, c'est un truc où on dit, bon, on va voir qui est le meilleur lightweight de France dans les espoirs, et voilà. Une fois que t'as eu ce combat qui est passé, faut que t'aies les nouveaux lightweight qui arrivent, et je pense que c'était pareil pour toutes les orgas. T'as eu ça, ceux qui étaient en négociation, parce que typiquement, il est pas français, mais Cocorico quand même, Patrick Abiroa, qui l'a signé officiellement au PFL, donc t'as toutes ces périodes-là aussi, où forcément, les gars sont dans une période où, tu vas être moins actif parce que t'es en train de penser à la prochaine étape. Et je pense que 2025, ça va être intéressant là-dessus, parce que tous les mecs qui montaient là aujourd'hui, comme le champion par exemple flyweight de l'Hexagone, ils vont pouvoir avoir les gros chocs, soit passer l'étape supérieure, ou soit avoir les combats que tout le monde attend, ou même, tu vois, typiquement un gars comme Greg MMA, il avait fait son retour. Là, cette année, c'était plutôt des combats pour poursuivre sa montée en puissance avant le choc qu'on espère tous contre Ibra TV, où du coup, là, voilà, t'as cette collision parce que les deux sont, entre guillemets, à terme. Et donc, du coup, je pense que 2025, aussi bien que ce soit les Baki Doumbé, les peut-être Abdul, si ça se passe bien contre Pépi, t'auras peut-être un gros choc welterweight pour lui, parce que peut-être qu'Abdul, je sais pas, peut-être faire partie des playoffs, il y aura peut-être des trucs intéressants qui sont... pour lui de ce côté-là. Hexagone, t'auras Greg qui fera un gros choc aussi, et à mon avis, cette année, c'était en tout cas cette saison, on va dire, fin 2023 jusqu'à tout 2024 là, où on plaçait les pions, afin que on ait un gros truc sur 2025, parce que comme tu disais, même si tu vois, Cyril il revient, on en a parlé, ça nous hype pas contre Volkov. Si ça se passe bien, que John Jones machin, il y a peut-être Cyril qui va faire le titre contre Thomas Pinal, mais en attendant, t'es quand même obligé d'avoir ça. Nassourdine, tu l'as très bien dit, il était très actif cette année, mais Cannonier, il n'avait que le numéro 3 au classement pour que ce soit banger. Si vous êtes un fan hardcore et que vous parlez de Cannonier avec vos potes, les gens ne le connaissent pas. Alors que Israël Adesanya, qui est sur 2 défaites sur les 2 dernières années, c'est un nom hyper clinquant. Donc, mais pour atteindre Adesanya, il faut se taper tous les mecs que s'est tapé Nassourdine en 2024. Ouais, effectivement. Donc et puis il y a Manon Fiorot qui va combattre aussi normalement pour le titre, mais voilà, c'est comme elle est un peu moins médiatisée et médiatique, forcément les gens en parlent un peu moins. Ouais, mais pareil, tu vois, pour moi Manon Fiorot 2024, c'était une année aussi, enfin. Ouais, c'est ça, un peu bizarre. Ouais, bizarre, et c'est plus, c'est l'inverse de Nassourdine. C'est plus stylé de battre, en tout cas, ça a plus pour moi de prestige de battre Rose Namajunas plutôt que battre Blankfield, qu'elle a battu, qui était très bien classé.
mais Namajunas, ancienne championne, qui était considérée, enfin, qui est très bien considérée par l'UFC, qui est sur la devanture de la T-Mobile Arena à Las Vegas. Alors Blanchfield, bah, elle a toujours pas eu de ceinture, c'est quand même différent. Donc je pense que t'as aussi ça qui a pu jouer, et c'est vrai que pour Manon, bah, il y a une année 2024 où un seul combat est contre quelqu'un qui est, je pense, pas connu des fans qui ne sont pas des fans hardcore. Ouais, non, bah effectivement. Et puis pour le reste des combattants français, on a eu un énorme rush à l'UFC avec plein de signatures et plein de choses qui se passaient il y a un an. Et maintenant, on a un petit peu moins cette sensation de ruée vers l'or et de tous les Français, chaque mois il y en a des nouveaux, etc., qui signent à l'UFC. On commence il y a des Français qui performent, il y en a qui gagnent, il y en a d'autres qui perdent, mais voilà, il y a un petit peu moins cette sensation de rush. Et donc c'est pour ça, en fait, c'est un peu en trompe-l'œil parce que ça progresse, le MMA français progresse, le circuit amateur et le circuit professionnel, les orgas françaises progressent petit à petit, elles font toujours plus d'événements. Mais voilà, c'est pour résumer, comme les stars françaises et ceux qui sont les plus médiatiques ne combattent plus et ou n'ont pas forcément les résultats qu'ils avaient lors de la montée en fin d'année dernière, bah on en est là. Et est-ce que limite on parle aussi vite fait de ça, je trouve ça intéressant, tu sais, les stratégies des trois plus grosses écuries, en tout cas des plus grosses organisations françaises. Ça, c'est vraiment un truc que je trouve qui me fascine, le fait que par exemple le COF, en gros, ils aient une stratégie eux, ils visent des villes, donc pas Paris, ils visent des villes dans lesquelles le MMA ne passe pas forcément souvent, mais du coup, ils sont sûrs que ça va, en tout cas, en termes de places vendues et en termes d'impact local, ils vont toujours réussir à faire à générer de l'intérêt et à faire que leur événement soit vendu, etc. Et à côté de ça, tu as Hexagone qui ont des têtes d'affiche comme Greg MMA avec une stratégie où ils ont ce gars-là qui est très médiatique et qu'ils vendent, eux du coup ils restent généralement, c'est à l'arène d'Orange et en gros ils ont leurs endroits où ils sont, si tu me dis, si je me vois, si je dis une connerie, mais ils ont leurs endroits réguliers, mais ils ont cette stratégie avec des têtes d'affiche comme Greg MMA. Et t'as Ares qui, eux, j'ai l'impression, restent dans cette volonté d'avoir le côté sportivement, on est au mieux de ce qui peut se faire en France avec les athlètes qu'on peut avoir qui ne sont pas déjà signés, et avec cette volonté d'essayer de rester en termes de qualité de production, en termes de tout le reste, un peu le premium dans l'emballage et dans la manière dont l'organisation est faite. Et je trouve que les trois stratégies, c'est stylé parce qu'elles sont un peu complémentaires, parce qu'elles marchent toutes les trois, et que voilà, ça rend le truc intéressant, quoi. Même si là, donc Ares, il y a eu leur premier événement à Marseille, ils ont annoncé un premier événement à Nice le 18 janvier prochain, donc c'est vrai que là ce serait pas mal. Ça tu vois, c'est un truc, et on va voir, je sais pas si le COF et Hexagone le font régulièrement, mais c'est vrai que se mettre à faire des événements où tu mets bien tes stars, par exemple, tu vois, un Ares à 3 avec les frères Younusov qui combattent, tu vois, tu sais, des trucs la ville de Troyes. Ouais. Oui. Oui. Non, mais je suis sûr que moi, je me serais peut-être fait avoir, tu vois, si j'étais auditeur. Oui. Mais typiquement, de faire des trucs comme ça, je pense qu'en termes d'ambiance, tu peux vraiment avoir, t'as déjà le côté le mec qui est chez lui en France, mais là vraiment dans sa ville. Et typiquement, tu vois, un gars comme Axel Sola et Virgile, qui sont pas les gars qui vont faire du trash talk et où c'est vrai que leur personnalité passe au second plan de leur performance sportive, les voir comme ça chez eux avec une très très grosse ambiance et un public qui les pousse, ça peut vraiment ajouter un truc supplémentaire. Bon, Abou Younusov, y a pas besoin de ça, mais je pense que ça pourrait en rajouter. Tu vois, tu mets une grosse salle à 3, il y a les frères qui combattent main co-main. Et typiquement, ça peut être un truc aussi où tu passes des étapes en termes de révélation pour tes prospects. Tu vois, plutôt que de se dire, on va le faire combattre 4-5 fois à Paris et tout, parce que c'est un public qui va le découvrir, tu sais que t'as une salle qui est entièrement acquise à sa cause et ça peut être vraiment pas mal. Et oui, l'autre point que j'avais, c'était, et j'espère qu'il y a une des 3 organisations qui va réussir à avoir ça. On en parlait par exemple pour Morgan ou Oumar, tu vois, j'aurais adoré ça. C'est j'espère que on va se mettre à avoir les organisations françaises qui arrivent à garder les pépites, tu vois, et qui est pas juste ce truc de dire je rêve où je vais aller au PFL, je vais aller à l'UFC, je vais aller dans une autre ligue. Parce que pour moi vraiment, au regard des combattants français, au regard de la population en France, limite, si tu t'arrives à avoir une orga qui s'établit comme tu es champion de France, en fait t'es champion de cette orga, t'es le boss de la France en MMA, ça a limite plus de prestige qu'un PFL. Tu vois, si t'as Ares qui arrive à remplir, ou KOF, ou Hexagone, peu importe, pour le titre middleweight par exemple de l'Hexagone, ça se fait à Bercy, et t'es le taulier des 84 kilos, quasiment undisputed en France,
et que les gars ont envie de rester, bah moi j'adorerais ça, parce que tu vois, je trouve ça assez triste, à part quand il y a les UFC Paris, mais de me dire que Oumar il est à l'Apex et Morgan ils sont à l'Apex. Morgan, aujourd'hui même, il devrait pour moi être main event en France, et pour moi, Morgan il remplit calmement une Adidas Arena, peut-être pas 20 000 places à l'Accor Arena, mais le Dôme de Paris, enfin toutes les salles que tu veux, même en province, il remplit toutes les salles, même en étant au niveau auquel il est aujourd'hui, à savoir pas top 5 ni top 10 UFC. Et je trouve que c'est dommage quand t'as des mecs comme ça qui font le show comme eux, de les voir dans des environnements assez austères comme l'UFC Apex, et beaucoup moins mis en avant que s'ils combattaient en France ou dans une organisation française. Bah, c'est sûr, un peu des délires à la Mamed Khalidov en Pologne, comme il l'était, c'est-à-dire mis en bombe par le KSW. Il n'a jamais quitté le KSW. Mais le problème, c'est que c'est en conflit avec ce qu'on dit toujours ici et ce qu'on pense. C'est-à-dire que, et c'est le cas pour Mamed Khalidov, même au KSW, c'est quand il était dans son prime, on n'avait qu'une envie, c'était de le voir à l'UFC contre les meilleurs 84 kilos mondiaux. Ouais, mais pour moi, t'as le temps. En fait, pour moi, c'est ça. C'est la différence entre un Saladin, où aujourd'hui on veut le voir, pourquoi on veut le voir Saladin, et pourquoi Saladin, je mourrais en disant ça, que j'ai envie de le voir à l'UFC contre les meilleurs, parce que Saladin, il est top 20, top 30 mondial. Top 20, top 30 mondial, ta place, elle est à l'UFC, elle est pas ailleurs. Aujourd'hui, Morgan, je sais plus, il est top 100, top 70. Enfin, en gros, t'es pas en position aujourd'hui pour Morgan de dire tu vas affronter un featherweight que on connaît tous, tu vois, on va pas avoir Morgan contre Max Holloway. Par contre, aujourd'hui, Saladin, il peut affronter un Max Holloway, il peut affronter un... Enfin, je m'enflamme peut-être pour Max Holloway, mais il va affronter un... Enfin bref, vous prenez n'importe quel membre du top 15, c'est pas déconnant que l'UFC le mette directement contre lui, comme Kaya Sakura. Kaya Sakura, il a le title shot directement parce que champion du Rising, le mec est un crack absolu. Bon, l'UFC, ils disent, il est connu, et en plus, sportivement, il a déjà tout fait, donc on le met dans le grand bain direct. Saladin, il est dans le grand bain direct. Morgan, ou même un Oumar, ils sont tôt dans leur carrière, et ils ont des étapes à monter, même s'ils ont effectivement un très gros potentiel. Mais ils ont des étapes à monter avant d'affronter le top du top, c'est pour ça. Mais quand il y a des combattants comme ça qui sont à ce moment-là de leur carrière et où t'as le temps, typiquement tu vois un Patrick Abiroa, là il a signé au PFL, on a de grandes attentes pour lui, pour Patrick, mais c'est dans 3, 4, 5 ans qu'il se frottera au meilleur, qu'il sera considéré comme les meilleurs au monde. Mais aujourd'hui, moi je me dis, un Patrick, il aurait pu, si Ares ou Hexagone ou n'importe quelle organisation française avait eu les moyens, tu peux très bien faire monter Patrick jusqu'à la ceinture, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est les organisations étrangères qui payent. En soi, tu vois, quand tu vois Abdul contre Pépi, les deux étaient à Arès il y a 1 an et demi. Donc, c'est pas du tout une question de niveau, c'est une question de, les organisations étrangères, elles ont plus de sous. Et c'est pour ça que moi, j'espère que pour ces combattants qui sont en croissance, pour que leur prime ensuite on puisse le voir à l'UFC, mais qui sont en croissance, on puisse les avoir longtemps dans des orgas françaises et avoir ces combats franco-français. Ok, ouais, je capte. C'est vraiment d'avoir ce délire de pendant 3-4 piges avant de... où tu te fais les dents et où l'organisation t'amène pas des victimes sacrificielles, parce qu'il faut du coup qu'il y ait l'enjeu sportif et le challenge, mais un peu comme Mamed Khalidov, où on lui ramenait, dès qu'il y avait un vétéran UFC ou un mec sur lequel le KSW pouvait mettre la main pour que ce soit intéressant sportivement et en même temps nourrir leur champion, c'est ce qu'ils faisaient. J'avoue que c'est vrai que ce serait pas mal. Et surtout, qu'en France, t'as tellement... Ce qu'avait commencé à faire un peu Ares avec Baki avant que du coup Baki ne s'en aille, mais c'est de lui emmener tous les vétérans UFC qu'il pouvait. Exactement. Etc. Et même, tu vois, quand t'y penses, si on refait le match, Baki, il faisait ça, mais dans un monde où Ares garde tous ses gars, Baki monte jusqu'à affronter Abdul. Et ensuite, une fois qu'il y a eu le combat Abdul-Baki, t'as Jordan Zebo derrière, enfin, tu vois, t'as Pépi qui serait toujours dans le mix, Romain Debienne qui était agent libre du PFL aurait potentiellement pu être dans le mix. Il y a aussi Michael Lebou qui aurait été dans le mix. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça, c'est que quand tu te poses un peu, rien qu'en France, t'as déjà du monde, même si là, monde parallèle où justement les mecs arrivent à se garder tous, enfin, ou qu'il y ait des promotions contre promotions. Leto Duclos contre Virgil Haugen, moi ça me hype 15 000 fois plus que le combat de Virgil qu'il a eu il y a quelques semaines à Marseille. En fait, je pense qu'il y a de quoi faire en France avec des chocs franco-français si les mecs arrivent à rester. Et c'est ce que j'espère vraiment qu'il va pouvoir se passer ça, mais pour que ça se passe, il faut qu'il y ait
soit plus d'argent du côté des promoteurs L'orga. et que ouais exactement du côté des orgas, et puis après je sais pas comment ça fonctionne précisément, mais que les mecs puissent rester un petit peu, tu vois. Même là on a Azael Adjouch qui combat d'ici demain je crois au PFL. J'aurais adoré qu'Azael il fasse tous ses combats en France, tu vois, parce que Ouais. je pense qu'il est très bien traité financièrement au PFL, mais c'est vrai qu'en termes de soutien populaire, c'est autre chose aussi. On a tous vu, nous chaque fois que j'en parle aux journalistes étrangers, je leur dis, mais les ambiances en France, c'est une vraie dinguerie par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Nous, du premier au dernier combat, on est là. Eux, c'est main event, Ouais. co-main quand c'est les événements les plus chers. Donc, c'est pour Ouais. ça. C'est mon... Pas un rêve, hein, mais c'est mon souhait pour le MMA français, qu'on puisse pouvoir garder nos pépites et que t'aies cette hype-là, parce que même le combat de Baki, on était très content pour lui qu'il soit hyper bien traité financièrement avec le PFL, mais c'est vrai que moi, ça me hypait beaucoup plus le Baki Klinkhammer que le Baki contre le gars qui lui avait mis au PFL. Mhm. Ouais, non, c'est clair. En fait, disons que c'est un peu un problème de riche pour nous, parce que on a connu les Damien Lapillus contre Amin Ayoub, on a connu les Carla Moussou contre Michael Lebou. Ah, on y était. On y était, et c'est vrai que c'est tellement des choses qui ont hypé, en tout cas le milieu du MMA français, avant le combat et pendant le combat, et les événements étaient vraiment stylés, que c'est vrai que comme on a connu des trucs comme ça, et qu'on sait que c'est possible et qu'on sait que c'est faisable, c'est vrai qu'il y a donc presque cette frustration qu'on les touchait du doigt, ça avait commencé, il y avait eu une inertie, et voilà, et parce que tout ce qu'on a dit depuis le début du podcast, ça s'est un petit peu étiolé, mais Non, mais parce que ouais, c'est vrai que c'est... Parce que le marché est peut-être jeune aussi, parce que c'est vrai que là, donc on a fait une interview d'Eli Kerich, qui est le head coach de la Japan Top Team et coach de Kaya Sakura. C'est vrai que ils ont réussi le Rising comme le KSW à faire en sorte que pour beaucoup de combattants et de grands combattants, ce soit une fin en soi, cette organisation. Tu te dis pas, c'est une étape pour ensuite aller au PFL. Non. Tu peux t'imaginer, en étant très bien payé, très bien loti, à te dire je vais rester là. Et quand vous voyez les événements du Rising qui sont à la Saitama Super Arena, c'est une dinguerie. Le KSW, on vous en parle quasiment dès qu'on a l'occasion. Les mecs font ça dans des stades, c'est une dinguerie absolue. Voilà. Et ils peuvent donc garder leur star. Et c'est vrai que ça, si un jour on arrive à faire ça en France, ce serait fou. Mais faut qu'on arrive à développer aussi l'écosystème pour que les gars soient très bien traités financièrement, parce que quand même ils prennent beaucoup de risques, et on remet pas du tout, là quand on dit ça, on remet pas du tout en cause leur choix, hein, bien évidemment, mais c'est juste que en termes d'opposition et de combat, quand vous voyez tous les mecs des rosters, ce serait, je pense, plus facile d'hyper les gens. T'aurais beaucoup plus de facilité aussi à faire des événements qui sont solides de manière régulière, et ça fait en sorte que tout l'écosystème progresse. Mais bon, faut déjà que les organisations françaises se développent, et on va pas bouder notre plaisir, mais bon. Mais après, c'est vrai que ce qui est intéressant, et pour finir peut-être, mais c'est que Rising Japon, KSW Pologne, UFC après, je pense États-Unis. Je pense qu'on peut faire ça à propos de pas mal de pays européens, ou en tout cas qui sont proéminents, tu vois, c'est Russie, je pense, à soit ACA, ou peut-être peut-être plus ACA peut-être que M1 maintenant. Mais est-ce que pour toi ce serait est-ce que ça peut être problématique s'il y a 3 orgas qui se tirent la bourre et que du coup elles font monter chacun des pépites dans leur coin, etc. À moins qu'elles fassent des copromotions et que qu'on puisse avoir les combats qu'on veut avoir, peut-être dans quelques mois. Mais parce que c'est le début. Parce que c'est le début. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est le début. Il y a beaucoup le MMA attire les convoitises. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, t'as pas mal d'organisations qui sont présentes parce que c'est intéressant, parce qu'elles testent, mais tu vois, d'être au niveau du KSW, ça fait 15 ans qu'ils existent, UFC, ça existe depuis 30 piges maintenant. Faut qu'il y ait un petit écrémage naturel qui se passe financier &co. Et d'ici quelques années, peut-être qu'il y aura plus d'organisations en France, ou peut-être qu'il en restera tout simplement une qui sera au-dessus du lot, et toutes les autres auront coulé. Parce que, regardez, même aux États-Unis, les États-Unis, qui est un pays énorme, marché numéro 1 pour quasiment tout, il y a que 2 ligues qui existent. Et quand on dit 2 ligues, majeures, parce qu'il y a LFA, il y a plein de ligues locales, mais et encore, j'ai même dit, il y a qu'une seule ligue majeure, c'est l'UFC, parce que sinon aujourd'hui le PFL ils font ça que dans des petites salles. Donc un pays comme les States, tu n'as qu'une seule ligue.
quand ils pensent, tu vois, c'est quand même une dinguerie de se dire ça, alors que c'est le marché numéro 1. Donc non, je pense qu'il faut laisser le temps au temps là-dessus, et qu'au bout d'un moment, t'auras une ligue qui arrivera à tout recentrer, t'auras des shows locaux comme ce qu'il y a aujourd'hui, qui seront même pas diffusés, ou tu sais, l'équivalent un peu de ce qui se passe en boxe, où t'as tout le temps des galas, mais t'en as que quelques-uns qui sont diffusés sur Canal+, ou sur RMC, avec des Bakary Samaké, des Souleymane Sissoko & Co. Les Tony Oka et tout ça. Ouais, non, mais c'est clair. Bah, c'est pour ça que ça va être intéressant, c'est que statistiquement, effectivement, c'est quasiment sûr qu'il n'en restera qu'un qui sera vu comme en tout cas l'organisation numéro 1 dans quelques temps, dans quelques années. Et ça va être intéressant, effectivement, de voir laquelle des. Pour l'instant, en tout cas, on a parlé un peu vite fait des stratégies du coup qu'avaient le KOF, l'Hexagone et Ares. Ça va être intéressant de voir lesquelles arrivent à tirer leur épingle du jeu, parce que c'est pas si évident. Parce que là, comme ça, instinctivement, j'aurais tendance à me dire, bon, bah forcément, c'est celle dont qui sportivement veut mettre l'accent sur avoir les meilleurs possibles et puis avoir cette qualité de production. Donc, ce serait Ares. Mais quand on voit les succès qu'arrivent à avoir Hexagone et le KOF, j'ai envie de dire, voilà, la preuve est dans le chiffre, la preuve est dans le pudding. Donc, ça va être intéressant. Parce que en plus de ça, ce qui peut être intéressant, c'est que d'abord, par exemple, une organisation comme le KOF, qui fait donc plutôt des petites villes, ou en tout cas des villes, et pas forcément les capitales, ni Marseille, ni Paris, etc., pour remplir les salles et attirer du monde, rien n'empêche de bâtir le succès qu'ils ont aujourd'hui comme ça, et ensuite, du coup, tu modifies un petit peu la manière dont tu fais les événements, tu en fais quelques-uns à Paris parce que tu as réussi à bâtir des stars, parce que tes shows ont du succès, etc. Et petit à petit, tu bâtis à partir de cette stratégie-là, qui était plus une stratégie... donc ça peut vraiment être intéressant, et c'est pas évident que ce serait Ares, quoi. Ouais, c'est ça va être une question de constance, ça va être une question de constance pour toutes les ligues, à la manière de ce qui se passe pour l'UFC, ce qui fait que l'UFC, son numéro 1, c'est que vous savez que 12 fois par an, au minimum, vous avez un énorme rendez-vous avec l'UFC, plus des Fight Night qui vont péter un câble, mais minimum 12 fois dans l'année, une fois par mois, il y a la soirée que vous allez regarder. Nous, c'est un peu différent parce que c'est en plein milieu de la nuit, mais si vous êtes aux États-Unis et si vous étiez fan, vous regarderez au moins une fois par mois. Le PFL, vous voyez bien que, à part quand Francis Ngannou combat, quand on parle aux États-Unis, sinon c'est Kidoumbé, mais c'est différent parce que c'est PFL Europe, il y a PFL. Bref, ils ont fait. Quand on parle de PFL Monde, c'est uniquement quand il y a Francis qui combat. Et PFL Europe. Là, il y a des événements qui ont lieu à Newcastle, vous n'étiez pas là. Et vous êtes juste là quand il y a Baki, quand il y a Doumbé, et on va voir ce qui va se passer pour Abdul, mais je crois que ça marche bien parce que c'est à Lyon aussi. Donc ce qu'il faut, c'est réussir à être régulier. Et pour l'instant, c'est vrai que même Ares a cette difficulté-là, parce que quand t'as ton roster et que t'as tes gars qui partent, faut les remplacer, il faut que les gens viennent toujours. Hexagone, ils pètent tout quand il y a Greg MMA, ils font monter leur star quand il y a Paul Dena aussi qui combat, mais il faut réussir à se dire que sur tes 12 événements, quasiment les 12 en fait, les gens se disent « Putain, c'est Hexagone, putain c'est KOF, putain c'est Ares », je vais acheter parce que je sais que c'est une soirée exceptionnelle. Et pour l'instant, toutes ces organisations-là, là où elles ont le plus de difficultés, c'est réussir à être hyper constant et à ce que les gens se disent, en fait, comme à la manière de l'UFC, tu vois juste UFC, tu sais que tu réserves ta soirée. Aujourd'hui, c'est, je vois qu'il y a Ares, qui est-ce qui combat, je vois qu'il y a KOF, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, et puis parce qu'on regarde le KSW, ils ont réussi ça aussi. Enfin, en France, on s'en rend moins compte, mais vraiment les événements qu'ils font, c'est fou. Ouais. Il y a aussi, mine de rien, eux, je suis curieux de voir parce que il y a donc c'est une organisation tchèque, mais ils font aussi des événements en Allemagne, l'Octagone. Octagone. Ouais. Et apparemment, eux, c'est une dinguerie, mais visiblement, il y a des petits clashs avec le KSW sur les places qui se vendent ou pas. C'est un peu... Il y a une petite rivalité en ce moment. Parce que c'est l'autre grosse organisation là en ce moment où eux aussi font des stats. Je crois même... J'ai peur de dire une bêtise, ils ont pas battu le record du KSW quand ils ont fait leur événement dans un stade en Allemagne? Ouais, ils avaient fait un... Ah putain, je sais... Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu un petit clash avec Martin Lewandowski, le boss du KSW. Parce que tout ce qui était Europe et un peu Europe de l'Est, enfin du coup tout le côté Allemagne, République tchèque, etc., c'était le KSW qui régnait un peu en maître. Et là, effectivement, l'Octagone, en fait, moi je me souviens que c'était il y a quelques années déjà où on avait vu un petit peu monter les réseaux de l'Octagone, les événements de l'Octagone, parce qu'il y avait une qualité de production qui était vraiment ultra stylée. Ouais. Ah mais vraiment. Et ça, mais tu vois, ça c'est quand même marrant parce que, et ça c'est bête, tu vois, mais
juste le fait que tout ce qu'ils faisaient était magnifique en termes d'affiches, en termes de posts, en termes de qualité de production, le soir du combat, en tant que thème qu'ils étaient capables de donner, en tant que équipement qui faisait vraiment ultra pro, ultra léché, etc. Bah, rien que ça, alors que ça se trouve, tu vois, à l'époque, l'organisation aurait pu être claquée au sol, hein, et les combats et les machins, mais rien que ça nous avait attiré le regard en mode, oula, ça nous paraît compliqué qu'une organisation arrive à faire toute cette partie-là, comme marketing visuel en tout cas, aussi bien et que le reste de la qualité ne suive pas. Et donc, ben, on avait commencé à vraiment jeter un œil très très fort sur l'Octagone et ils ont fini par monter puisque la qualité et le reste a suivi. Et ça, c'est vraiment un magnifique exemple de... Bah, ils sont pas partis du même truc. Eux, enfin, pour nous, en tout cas, ailleurs qu'en République tchèque, ils sont partis parce qu'on connaissait aucun des combattants, hein, bien évidemment. Et on ne connaissait pas les combattants, mais juste ce truc-là de visuellement et la com a fait qu'ils ont réussi à nous hameçonner, nous en tout cas en France. Et donc, on n'est sûrement pas les seuls. Et donc, ils se sont hissés à partir de ce tour de force visuel. Tu vois, je trouve ça, mais ça me fascine. Toutes ces manières de faire monter une orga et à partir de quoi et comment. Et tout ça en étant très très clean dans la production, hein, parce qu'évidemment ces coups de force marchent quand une fois que les gens regardent, voient que c'est pas de l'esbrouf. Parce que là, oui, c'est pour ça, parce que j'avais sauvegardé le poster de leur événement du 29 décembre. Mais c'est vraiment une dinguerie. L'événement du 29 décembre à Prague. Le poster, donc c'est visiblement entre deux de leurs plus gros superstars, Pussy or Champ. Oh donc, c'est pas vrai, c'est ça le poster. Si, c'est ça le poster. Pussy or Champ, Octagone MMA. Voilà, le décor est planté. Voilà, ah oui. Il y a pas 15 000 issues, parce que au fond, c'est ce que tout le monde se dit, hein, quand il y a des combats champion contre champion. Bah voilà, l'Octagone l'a fait. Est-ce qu'on a terminé, monsieur? Je sais pas si t'arrives à le voir. Attends, je vais te l'envoyer. Hop là. Là, je suis sur l'Insta de l'Octagone et bah, ils font les choses très très bien. Leurs posters sont ultra léchés et magnifiques. J'adore. C'est simple. C'est simple, mais quand ça n'est pas simple, donc quand c'est simple, c'est très bien fait. Et quand ça n'est pas simple, effectivement, ils font des trucs un peu originaux comme ça. Un peu comme le KSW, avec KSW, souvenons-nous, ils ont fait des trucs où les thèmes c'était à moitié film d'horreur. C'était qui déjà, Mariusz Pudzianowski avec sa tronçonneuse sur les posters. Enfin, c'est génial, quoi. T'as vu Saladin en mode Miami Vice là? Oh là là là, ça envoyait tellement. Je sais plus quel combat ils avaient fait, mais il avait la Ferrari ou je sais pas. C'était incroyable. Non, le KSW, niveau com, ils sont trop chauds. Donc voilà, donc grosso modo, on est dans une période un petit peu d'accalmie après toutes les dingueries qu'il y a eu. Ça monte toujours, mais tranquillement. Et c'est plus, oui. Et puis globalement, je pense qu'aujourd'hui, c'est une période, quand je disais que ça montait aussi tranquillement, je pense que, et vous le voyez bien à mon avis dans vos discussions, il y a peut-être moins de gens qui ne s'intéressaient pas au MMA, qui vous apostrophe si vous êtes fan que durant cette période faste que nous avons connue au printemps dernier. Les gars, MyProtein, Black Friday dès demain, moins 52%. Sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur. C'est absolument incroyable. Et on me dit dans l'oreillette, Rust, qu'il y a un Black Friday chez Oli, je crois. Ouais, oui, vas-y, attends. Oui. Rust. Donc, je vais retrouver le message de Baptiste. Attends, oui, non mais c'est catastrophique, c'est catastrophique. On va bientôt être tous au chaume du. Donc, holy moly les gars, révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation. Le problème c'est quand vous vous y mettez, l'essayez l'adopter. C'est en poudre médicaments et des gros sachets, enfin, des boîtes et des sachets individuels si vous vous déplacez. Et avec le Black Friday, qu'est-ce qu'il y a en plus de l'offre La Sueur 5-5€ et La Sueur 10 si vous avez déjà commandé moins 10%, Rest? Parce que c'est la Black Week chez Oli. Donc, ils sortent des... Je vais vous lire exactement le texte de Baptiste. Voilà. Ils sortent des goûts exclusifs chaque année pendant cette période, comme le bubblegum ou le bonbon glacé. Et il y a surtout des promos comme 3 packs énergie à 99€ ou des concours à retrouver sur leur site. Donc voilà, code La Sueur 5 ou code La Sueur 10. Pour une première commande, ça bouge pas. Mes petites gouttelettes. C'est le texte de Baptiste, magnifique. Let's get it. Allez, parfait. Come and play you!